Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Connaissance. Je suis Melvin et aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie de Pierre Dufresne, un des emblèmes de la naturopathie en France. Nous abordons ensemble l'autonomie de la pensée, la résistance par la pratique du bon sens et ce que cela représente de vivre et survivre en tant qu'être humain dans nos sociétés actuelles. C'est le premier épisode d'une aventure qui s'annonce enrichissante et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le parcourir que ce que j'en ai eu lors de son enregistrement. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Parfait. Bonjour Pierre, merci à toi d'être présent sur ce podcast et bienvenue sur la chaîne Connaissance Podcast. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler un petit peu de tes connaissances et de tes expériences et pouvoir les partager avec l'ensemble de la communauté et avec moi-même. Je te propose de te présenter succinctement, de nous dire ce qui a de l'importance pour toi et ce que tu penses qu'on devrait savoir pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Mmh. Merci énormément Méline pour cette, invitation. Je suis toujours très, très heureux et honoré d'être comme ça, tu sais, dans les premiers invités de chaînes de podcast. J'aime énormément, il y a quelque chose de toujours magique dans le début des processus. Tu vois? Être, le premier à faire un stage avec un nouvel intervenant, quand tu sens que la personne débute quelque chose, il y a toujours quelque chose d'assez, particulier et donc je suis, voilà, toujours très, très honoré. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc je m'appelle Pierre Dufresne, je suis français, je suis né en France, dans le sud de la France, dans une région qui s'appelle Avignon. J'ai vécu longtemps à l'étranger, 6-7 ans au Japon. Je voyage beaucoup. Maintenant, j'ai déménagé dans les montagnes, dans les Hautes-Pyrénées, où j'ai retrouvé vraiment ce goût pour la nature, et le silence qui me fait vraiment beaucoup de bien et qui est, relativement en marche par rapport au monde qui nous entoure. Je suis, le directeur du centre naturopathie Hormez. Je dis ça maintenant, de but en blanc. Avant, j'hésitais, tu vois? Qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours? Et maintenant, ça sort tout de suite et je suis très fier, en fait. Je suis très fier de le dire parce que c'est l'aboutissement, en fait, de tout un projet de vie, la création d'une école et d'un centre de formation qui permet de transmettre, ce qui, il me semble, est vraiment très important à l'heure actuelle, c'est-à-dire, cultiver et développer l'autonomie de sa pensée. C'est vraiment ça le plus important pour moi. C'est, il me semble, ce qu'il y a de plus fondamental, en fait, pour l'être humain, penser et agir par soi-même. Et c'est d'autant plus vrai de nos jours où on est tiraillé par, toutes les sources d'information. Hein, on est devenu la société de l'information et à mon grand désarroi, on n'est pas encore devenu la société de la sagesse. Mais pour faire cette transition entre information et sagesse, il faut se cultiver, il faut faire passer l'information à la connaissance dans un premier temps. Et c'est pour ça que ton podcast, je pense, va jouer ce rôle-là, de comprendre c'est quoi la connaissance. Vraiment ce terme-là, connaissance podcast, tu vois, c'est un nom, un- oui, un nom que tu as choisi qui est très très juste et qui est très pertinent. Encore faut-il que les gens se rendent compte qu'est-ce qu'il y a derrière le mot connaissance. C'est très important. Et donc la théorie de l'information, pour ceux qui s'y intéressent, je vous recommande de lire pas mal de livres autour de ça. Ça nous enjoint justement à ne pas arrêter à cet état assez chaotique de l'information qui est assez nébuleuse, mais vraiment à faire un travail interne de s'approprier la connaissance pour en faire du savoir, puis de la connaissance, c'est-à-dire du savoir qu'on utilise dans le monde, et développer la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est quand est-ce que j'utilise cette connaissance? Quand est-ce que je trouve que le moment est opportun? Ou bien, je ne l'utilise pas. Hein, c'est savoir aussi ne pas l'utiliser. Ça, c'est la sagesse. Donc, c'est vraiment, si je devais me définir, je suis vraiment néo-platonicien. Hein. Moi, c'est la doctrine de Platon et de Socrate qui m'a vraiment très, très impacté. Et au niveau de l'éthique, les stoïciens qui, je pense, nous ont posé les jalons d'un comportement euh, qui nous garantit notre souveraineté individuelle, mais qui ne nous empêche pas la transcendance, c'est-à-dire qui ne nous empêche pas de voir aussi des choses qui sont plus grandes que nous et de nous engager dans des causes qui nous dépassent. Voilà pour la réponse un peu à droite à gauche et alambiquée, mais j'aime bien répondre de cette manière-là. Très bien, merci beaucoup. Bon, de toute façon, la connaissance aime aussi s'épandre un petit peu dans toutes les directions, donc c'est parfait. Comme tu l'as dit, tu es mon premier invité. Euh, j'ai évidemment expliqué en introduction, avant de commencer l'interview, le concept du podcast, mais pour que ce soit
clair pour tout le monde. L'idée de ce podcast est de partager les connaissances dans un état de fait assez simple, c'est que la connaissance s'enrichit dans le partage et c'est une des rares choses, à mon sens, qui s'enrichit dans le partage. Si j'arrive dans une pièce avec un gâteau et que je veux le partager, on va tous repartir avec une partie du gâteau qui n'est pas complète. La connaissance, on va pouvoir la partager et elle va même avoir la capacité de se développer, de s'enrichir en apportant les opinions, les interprétations, les points de vue de chacun. Et c'est l'objectif principal de ce podcast, c'est de laisser fleurir les connaissances. Avec une idée toute simple, j'ai envie de parler aux gens qui m'inspirent, leur donner la parole, leur poser des questions que j'ai toujours voulu me poser à moi-même, à eux ou bien à d'autres, et laisser leur expérience et leurs connaissances ainsi venir sur ce podcast, et puis les laisser fleurir, qu'elles partent dans les esprits des autres et qu'ils interprètent et que la vie mène sa danse. Voilà l'objectif. En tout cas, je te remercie beaucoup, tu t'es très bien présenté. Moi, je t'ai connu d'une manière assez simple. Tu as fait un échange avec Christophe Cario, qui est Mmh. une autre de mes inspirations que j'apprécie énormément et que je suis depuis de très très nombreuses années. Et une partie de mon parcours professionnel lui est due, évidemment. Et donc, je suis tombé sur ta chaîne Verisme TV. J'ai saigné du cerveau pendant quelques temps. Mmh mh. Et pour mon plus grand bien, grand passionné d'anatomie et de physio aussi, donc très, Mmh. très intéressant. Et puis avec le temps, en suivant un petit peu tes lives, je me suis rendu compte que tu étais plus qu'un naturopathe, hein. Tu étais un guerrier, un guerrier qui promeut la self-défense intellectuelle un petit peu. Mmh. Comme tu l'as dit, la capacité de réfléchir et d'agir en autonomie, de digérer, de mastiquer l'information et de se l'approprier pour pouvoir ensuite choisir de la partager ou de la taire parfois. Très intéressant. Donc autour de tout ça, ce que j'ai envie, d'échanger avec toi aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je t'ai jamais entendu. Un autre sujet que j'affectionne particulièrement, qui est le survivalisme. Mmh. Et on va alors sortir tout de suite du côté clivant du survivalisme. J'ai une AR-15 dans le garage, j'ai un sac de riz, et des boîtes de conserve, c'est pas ça qui m'intéresse, mais il y a une grande idée qui revient dans le survivalisme, qui est survivre dans le cas où le monde s'effondrerait, où nos sociétés, n'assumeraient plus leur rôle et quelque chose s'effondre, une rupture de la normalité. Et ça arrive tous les jours, hein. Un cyclone, c'est une rupture de la normalité, une coupure d'électricité. Mais quelque chose de plus global, plus systémique, c'est la définition du survivalisme. Et aujourd'hui, moi, je me mets dans un postulat où, plus que d'apprendre à survivre dans un monde où la société s'est effondrée, comment est-ce qu'on peut réapprendre à vivre dans un monde où la société ne s'effondre pas? Alors Mmh. qu'on peut constater des problèmes justement globaux, systémiques, et qu'on peut essayer d'avoir un regard un peu critique sur nos sociétés. Et aujourd'hui, on doit survivre à ces sociétés, on doit apprendre à vivre, à naviguer un petit peu au milieu de tout ça. Et j'aimerais avoir donc ton avis sur, dans un premier temps, les sociétés, la société principale, celle qu'on vit au quotidien. Pour nous, ça va être les sociétés occidentales. Tu as aussi le côté japonais. C'est pas tout à fait pareil. Il y a quand même, avec la mondialisation, des choses qui se ressemblent. Euh, le Japon, qui est un pays qui a une très très grande histoire comme la France et l'Occident, euh, bien qu'aucune histoire ne soit inférieure à l'autre, mais il y a un passif quand même retracé, écrit en Asie de manière générale. Ils aiment beaucoup étudier l'histoire de leur passé en Asie. Donc voilà, j'aimerais avoir ton regard sur la société occidentale aujourd'hui et comment toi tu navigues au milieu de tout ça. Mmh. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses là, dans ce que tu as soulevé. Tout d'abord, il y a un truc qui est important, je pense, à dire, c'est qu'on ne peut pas prévoir le futur avec les éléments du passé du présent. On peut pas prévoir le futur avec les éléments du présent. Donc, quand on se met, dans cette, expérience de pensée à se dire: «Voilà, si ça arrive», tu vois? Genre, catastrophe ou, fin du monde, truc apocalyptique, je sais pas moi, épidémie, généralisée, tout ce que tu veux. Lockdown et confinement et tout le soin, heu, ou bien, guerre mondiale ou bien peu importe. Si ça arrive, on va réfléchir, notre premier biais cognitif, c'est de réfléchir avec ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire les armes, et j'entends par armes, j'entends tous les outils. C'est-à-dire, que ce soit, l'entraide, que ce soit les réserves alimentaires que j'ai chez moi, que ce soit, je sais pas, mes outils intellectuels aussi, mentaux et cetera. On va faire comme si on se prenait
à l'heure actuelle et qu'on se catapultait dans une situation qui était différente. Ok. Alors que ça ne marche pas comme ça dans la vie. Ça ne marche jamais comme ça. Faut faire attention à ce qu'on appelle aux prolongeurs de courbe. Les gens qui disent: «Bon, voilà, c'est comme ça et ça va continuer comme si», attention à ça, parce que ça n'existe pas dans la nature, hein. Chaque moment chaque moment, c'est-à-dire, la prochaine seconde, hein, chaque moment, comme c'est un moment, un environnement qui est différent, votre structure interne change. Donc ça veut dire que dans le futur, mais même le futur dans 1 heure, hein, vous ne serez pas la même personne et vous n'allez pas agir de la même manière. Autrement dit, si, heu, on arrive dans une situation l'année prochaine ou dans 10 ans qui, politiquement, géopolitiquement, économiquement, au niveau de la société et cetera, est totalement différente, vous allez avoir aussi des nouvelles capacités parce que votre adaptation interne, on a un système qui est très plastique, aura chamboulé votre manière d'être, et qui vous êtes et ça vous permettra aussi de réagir d'une manière totalement imprévue, ce qu'on appelle un phénomène émergent. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait pas auparavant et pour ça, il suffit de repenser au confinement des premiers temps du covid. C'est-à-dire, si avant le covid, OK, on se catapulte 5 ans en arrière. On se dit, 2018-2017. Je vous avais dit, dans 2-3 ans, vous allez être confinés chez vous pendant 2 mois, 1 mois et cetera. Il y aura une épidémie mondiale et cetera. Vous aurez dit: «Mais je vais, en fait, je vais mourir. C'est déjà, je vais pas pouvoir tenir chez moi comme ça, ça va être la guerre, ça va être les incivilités partout». Vous auriez fait des projections qui, en fait, n'auraient pas eu lieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant les confinements? Il y a eu de l'entraide partout. Les grands-mères ont été aidées par, les petites racailles du quartier. Il y a eu des associations qui se sont faites pour l'entraide, tout simplement, pour aider les plus démunis, pour aider les plus faibles. On a vu que localement, il y avait vraiment quelque chose des choses magnifiques qui ont été faites. On a tous, heu, fait preuve une imagination pas possible. Je me rappelle du gars qui courait le marathon sur son balcon. On a tous, développé moi franchement, le confinement, ça a été un temps tellement puissant où je me suis dit: «Enfin, tu as aucune pression sociale, tu peux vraiment faire ce que tu veux». Parce que moi, je vis ma vie de mon côté et même là, je suis très, j'ai un cadre de vie que beaucoup m'envieraient. C'est-à-dire je suis à mon compte, je fais ce que je veux de mes journées et je me gère moi-même. Mais j'ai quand même été formaté par la société actuelle et donc bon, bah, il faut que je fasse quelque chose de productif, quoi. Bon, il faut que je fasse des choses qui sont utiles, tu vois? Il y a toujours un peu ce poids, tu vois? De faire des choses. Alors que tu vas dans d'autres cultures, en Afrique ou ailleurs, non, tu vis ta vie, quoi et il y a pas de poser 300 questions, quoi. Et ben là, je me suis dit: «Punaise, tu peux vraiment te mettre les pieds dans l'herbe, dans le jardin, sans, et dessiner». Ces dessins-là, je les ai surtout faits pendant le covid, hein et encore, je vous montre qu'un pan de mur, hein, il y a un autre pan de mur qui est rempli de dessins. Et tu vois, j'avais aucune culpabilité à le faire. Tu vois? Si tu as envie, tu dessines toute la journée et alors? Personne va rien te dire. Parce que tout d'un coup, je savais que le monde entier s'était aussi arrêté, tu vois? Et ça, mais jamais j'aurais anticipé cette réaction-là de ma part. Il y a quelque chose qui a émergé de nouveau. Donc quand on se dit, heu: «Oui, le monde va dans telle direction» et puis donc c'est presque immuable parce en fait, on n'arrive pas à se projeter qu'on est en train de changer actuellement. On est tous à chaque microseconde en train de changer et qu'une nouvelle situation va faire émerger en nous des nouveaux comportements. Et ce qui, voilà, me fait toujours sourire quand on me dit, «Ouais, ben, voilà, c'est sûr, on va s'implanter des puces dans le corps et puis c'est sûr, ça va être la fin des ressources», mais les gars, vous oubliez complètement la capacité créative et innovatrice de l'être humain et surtout sa propension à vouloir survivre. Tu parles de survivalisme, en fait, le survivalisme, c'est au quotidien un effondrement. Au quotidien, on est face à la mort. Consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire, au quotidien, vous avez un système qui essaie de lutter contre l'entropie et de se préserver. Donc en fait, le survivalisme, il est à chaque instant. À chaque instant, vous êtes en train d'inventer la manière, de survivre et de rester en vie. Parce que très sincèrement, vous prenez votre voiture, vous allez sur l'autoroute, vous avez des capacités de mourir à chaque microseconde. C'est-à-dire un coup de volant, c'est fini. La voiture en face, elle donne un coup de volant, c'est fini. Tout peut se finir à chaque moment et votre système, il est tout le temps en train de calibrer ça.
Donc le survivalisme, pour moi, dans la société actuelle ou dans toute autre société, en fait, il est à chaque moment. Et c'est pas en se disant, «Bon Dieu, si j'ai plus d'électricité, plus rien tout d'un coup, plus le moyen d'aller au supermarché faire mes courses, je vais mourir». Mais bien sûr que non. Tu vas te sortir les doigts, c'est tout. Tu vas aller voir ton voisin, tu vas taper à sa porte, dire: «Bon écoute, c'est la merde, faut qu'on s'entraide». Et il va te dire: «Bah ouais, faut qu'on s'entraide». Et ça va se passer d'une autre manière. C'est une évidence pour moi. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis par rapport, je sais que ça paraît un peu idéaliste ou de dire ça, mais ou utopique, je sais pas. De dire que, on se dit toujours, on projette le pire en se disant: «Ça va être terrible, on va toucher le fond». Heu, je pense que, l'être humain a cette capacité de s'arrêter toujours un petit peu avant le fond. Et je pense qu'on le voit à l'échelle individuelle, tu sais? Quand tu as été vraiment tu as connu un moment très bas dans ta vie, en fait, tu es pas allé tout en bas, tout en bas. Tu as commencé à remonter la pente avant. Quand tu as commencé à voir le fond, tu dis: «Ah oui, d'accord. OK, là, je vois le fond. C'est pas bon, faut pas que j'y aille». Et il y a un truc qui, tu vois, c'est décharge électrique en toi qui t'est dit: «Non, non, 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 allez, je change les choses maintenant». Et c'est souvent avant de toucher le fond, fond, le vrai fond, tu vois? Et en fait, l'humanité, je pense, tant qu'elle aura pas vu le fond, parce que là, on le voit pas, on sent pas trop les conséquences des actes. On nous dit: «Voilà, on a un impact sur l'environnement, on est de plus en plus malade», et cetera, mais c'est pas encore assez fort, quoi. On va encore aller voir, à mon avis, dans les extrêmes, et quand on aura vu vraiment de face, on verra la connerie, les conneries qu'on peut engendrer, véritablement, et qu'on pourra subir les conséquences directes de nos actes, là, on va mettre un full stop, quoi. C'est-à-dire: «Non, là, ça c'est bon, fini», et on va remonter. Donc je pense que la transition, en fait, est la venue du monde, qu'on souhaite, je pense, toi et moi. C'est-à-dire un monde avec des consciences éveillées, un monde avec, où la norme, ce serait véritablement l'entraide, la préservation de l'environnement, une vie harmonieuse, et cetera. Je pense que nous, on le verra pas de notre vivant. Je pense que la transition va être tellement douce que c'est plutôt nos petits-enfants qui le verront, tu vois? Même pas nos enfants. Hem Et je pense que ça va se passer comme ça. Donc il y a pas vraiment un effondrement brut, selon moi. Il y a pas, véritablement un éveil, tu vois? D'un coup, ah oui, c'est voilà, tout le monde. Mais une transition sur une centaine d'années, heu, parce que les choses sont comme ça, les choses sont comme ça. Il y a toujours des résistances dans les 2 extrêmes, un ventre mou qui suit un peu les 2, et les transitions se font sans doute, de manière plus douce. Voilà. Ouais, très intéressant et puis, comme tu dis, cette capacité qu'on a à remonter la pente, mais c'est quand on dit l'expression «au pied du mur», au final, on n'a pas la tête dans le mur, mais on est au pied et on commence à voir notre ombre qui se projette sur le mur, la limite de la situation et c'est là qu'on peut mettre des choses en place pour faire demi-tour complet, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent ce qui se présente aussi à l'échelle individuelle, avec certains traumatismes où les gens ont besoin vraiment, même post-traumatisme, aller chercher encore plus loin au fond avant de pouvoir remonter tranquillement la pente. Et ça, du coup, c'est le côté prévision un petit peu, on imagine, scénario catastrophe et cetera. C'est une grosse partie du survivalisme. C'est pas la plus simple, c'est celle qu'on connaît un petit peu, qui est clivante, qui fait un peu des clichés. Mais il y a aussi toute une autre partie avec des gens comme toi, au final. Un petit peu, c'est ce que je ressens dans ce que tu dis et ce que tu fais, qui cherchent à avoir une résilience quotidienne, non pas pour se préparer au pire ou à quelque chose, mais qui ont déjà conscience que il y a dans l'atmosphère du beau, mais il y a aussi quelque chose qui sent un peu mauvais et il faut s'en protéger et il faut non pas survivre à une fin possible, mais arriver à vivre dans un milieu qui n'est pas forcément, le plus bénéfique pour nous en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant que peu importe comment on appelle, et c'est ça aussi qui m'intéresse dans le survivalisme, c'est pas survivre quand ça collapse, c'est vivre tous les jours au quotidien, se réapproprier certaines choses qu'on nous a enlevées ou qu'on s'enlève nous-mêmes parfois. Heu et du coup, ma deuxième question, ce serait, toi, dans nos sociétés aujourd'hui, hem, qu'est-ce que dans la manière dont tu navigues, qu'est-ce que tu peux voir qui sont des opportunités, d'autres choses qui vont être plutôt des contraintes? Tu sais, de cet engrenage un petit peu qui masse et qui broie un petit peu l'ensemble des gens qui composent la machine. Comment toi tu te places vis-à-vis de tout ça? Mmh. Ouais, il y a des termes qui sont très forts là, que tu as utilisé, par exemple, le terme de contrainte que j'aime énormément. Parce que en fait, la contrainte à la base, c'est ce qui permet. C'est-à-dire, si tu as pas un cadre, hein,
l'expression même de la vie ne peut pas s'opérer. Par contre, la contrainte comme on l'entend de nos jours, la contrainte de la société occidentale du XXIe siècle, c'est imposé par autrui et ça nous empêche. Donc vraiment les termes ont été renversés. C'est-à-dire, on te contraint et on t'enlève tes libertés, certaines libertés, de penser déjà et puis d'agir. Le survivalisme, il a ça de très, très fort, très, très bon, très intéressant, c'est la préparation. C'est tu fais comme si ça s'effondrait, comme si on prévoit le pire et cetera et en fait, le but, enfin selon moi, hein, l'intérêt, c'est pas de se dire, que si ça arrive vraiment, enfin c'est pas de croire mordicus que ça va arriver, c'est, la beauté de la préparation, quoi. C'est vraiment toute la vertu, en fait, du processus. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Après que ça arrive ou que ça arrive pas, finalement, on s'en fiche un peu. C'est dans le processus même de faire, de se préparer, il y a, comme un éclaircissement de ton quotidien, de ce qui t'est imposé, ce que tu t'imposes à toi-même. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Et cetera. Et pour ça, moi, je trouve que c'est, très, très, très intéressant et peut-être que, sans le dire, en effet, c'est une forme de survivalisme que je propose, c'est-à-dire cultiver l'autonomie de la pensée, hein, d'abord, et du mouvement avec un grand M, c'est-à-dire l'autonomie aussi physique, c'est-à-dire est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que, j'ai des contraintes, est-ce qu'on me contraint par le temps ou par l'espace, à être à un tel endroit, ou à être là à tel moment? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que ça m'épanouit? Vraiment ce terme d'épanouissement pour moi il est central, hein. C'est-à-dire, franchement que ça me fasse plaisir, que ce soit de la joie ou bien de la tristesse, je m'en fous un peu, parce que ça c'est la vie. Si tu essayes d'avoir une vie sans tristesse, bonne chance. Si tu essayes d'avoir une vie sans bonheur, bonne chance. En fait, il faut tout. On a un panel d'émotions qui est beau en lui-même et il y a vraiment de la beauté aussi dans la tristesse, hein. Et pour moi, il y a de la beauté à c'est terrible à dire, mais il y a de la beauté à perdre, quelqu'un qui nous est cher. Il y a de la beauté à être triste parce qu'on est éloigné de quelqu'un qui nous est cher. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, et la perte d'un proche, ça fait partie de la vie, même si c'est douloureux, encore une fois. Mais on peut trouver de l'épanouissement dans cette globalité et ce grand panel d'émotions. On peut trouver la beauté derrière tout ça. Encore faut-il que, hem, il n'y ait pas une contrainte, donc dans le sens péjoratif et négatif du terme, une contrainte cognitive, un biais qui nous soit imposé par la société ou autrui ou quoi, qui nous disent: «Tout ce qui fait mal, tout ce qui pique, physiquement comme mentalement, c'est à fuir. C'est pas bien, c'est pas beau, et il faut pas». Donc tu vas fuir, en fait, tout ce qui est inconfortable, toutes les situations inconfortables. Tu vas fuir, encore une fois, la tristesse, la douleur, la peine, le deuil et cetera. Tout ça, la mort, tout ça, «Ah non, 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 j'en veux pas» et tu vois, tu te catégorises comme quelque chose qu'il faut pas dans ta vie, et quand ça va arriver, c'est: «Oh, mon Dieu que c'est terrible». Non, non, tu vas dans une autre culture, tu vas au Mexique, ils célèbrent les morts, tu vas ailleurs, les deuils, c'est pas du tout, voilà, à l'occidental ou comment dire? De manière, ce que nous a enseigné le christianisme, c'est-à-dire, tout en noir et que des pleurs. Mmh. Voilà, selon la culture, on voit bien qu'il y a des biais cognitifs qui sont complètement différents. Donc, il Ça me faut fait embrasser penser à dis-moi? Ça me fait penser à un humoriste qui dit: «On juge une culture à la manière dont elle traite ses morts», et vous allez au Mexique, comme tu as pris par exemple, ils ont les tombes à côté de la maison et il y a la journée des morts, ils dansent sur les tombes, ils fêtent en fait, hein, la mort, et il dit: «Vous venez en France ou dans l'Occident, on met les morts tous au même endroit, seuls à côté des déchetteries au bord du village», et il dit: «On peut juger une société à la façon dont elle, gère son deuil en fait». Très intéressant. Bien sûr, bien sûr et en fait, bon, il y a un prix Nobel qui m'a énormément touché, en fait, dans mes recherches, c'est, Ilya Prigogine. Ilya Prigogine a eu le prix Nobel pour les structures dissipatives. C'était un des plus grands génies, de notre temps et pourtant il est très peu cité, hein. On retiendra dans le monde de la physique, Einstein et les autres, mais et les pères fondateurs de la physique quantique, mais vraiment Ilya Prigogine, en plus il parlait français, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et dans les structures dissipatives, il disait vraiment, c'est-à-dire les structures dissipatives, pour simplifier la chose, c'est l'équilibre que trouve le vivant, en tout cas des systèmes complexes,
quand ils sont très loin de leur équilibre. C'est-à-dire, il y a une perturbation très, très forte et ils sont extrêmement loin de leur point d'équilibre, leur point central. Pourtant, dans cet extrême-là, ils trouvent une sorte d'équilibre. Et des structures se révèlent, des choses se révèlent là-dedans. Et le vivant, c'est ça, vraiment. Et en fait, il y a l'expression de la vie, et je pense qu'on l'a tous vécu comme ça. On s'est jamais senti aussi intensément incarné dans ce monde que quand on était amoureux, par exemple. Quand il y a tout en toi qui... Que quand tu as perdu un proche, encore une fois. Là, tu sentais quel bouillonnement, tu vois. Expression interne comme externe. Tu sais, il y a tout qui sort, il y a tout qui bouillonne en toi. Que quand tu étais, je sais pas moi, tu fais une compétition sportive et c'est la finale, quoi. Tu sens bien que là, tout ton corps, tout ton esprit te dit: «C'est important, ce qui se passe là» et tu te sens vivant à chaque instant, quoi et tu veux vivre des moments comme ça et en fait, voilà, donc pour moi, en fait, il y a la vie partout, il y a le vivant partout, il faut le célébrer de cette manière-là et pas mettre, encore une fois, des biais cognitifs en disant: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien» et là, c'est vrai que l'apport oriental, ma vie au Japon et les études qu'on peut faire, dans le bouddhisme qui est très présent maintenant en France grâce à la méditation, le yoga qui a énormément de succès en Occident ces dernières années. Bon, ben, on a l'image du yin et du yang, on a l'image de cet apport, cet aspect, non dualiste des choses, c'est-à-dire il y a pas de bien, il y a pas de pas bien. C'est un seul cercle et dedans se mélange le noir et le blanc. Il y a pas à séparer, quoi. Il y a pas à dire: «Ça, c'est le corps, ça, c'est l'esprit, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien». Non, c'est un tout. Donc il faut embrasser le tout. Et ça, pour un esprit occidental, c'est pas facile, quoi. C'est toujours dans les mêmes réflexions, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ce qui est c'est le plus fort entre le corps et l'esprit? Au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on sorte de ça parce que sinon on va toujours tourner, on va boucler, quoi. Donc je sais plus comment j'en suis arrivé là, mais ta Ouais, de la question tristesse et de l'amour. ouais, bah, ouais, ta question par rapport à la société actuelle et le survivalisme, je pense qu'il est, hem, il faut tellement, travailler sur soi, hein, c'est le «connais-toi toi-même» que Socrate, était le premier à nous pousser, hein, c'est vraiment cette vie d'introspection et une vie sans études, sans examen ne vaut pas le coup, hein. C'est ce qu'il nous disait, c'est pour ça qu'il a bu la ciguë, c'est pour ça il a préféré la mort. C'est-à-dire, si vous m'empêchez de philosopher comme ça, bah, je préfère mourir, quoi, parce que ça vaut pas le coup. Une fois qu'on a fait ce travail-là introspectif et qu'on est en paix avec soi-même, qu'on connaît non pas sa biographie, c'est pas ça qu'il nous enjoint à faire. Il nous dit en fait, lisez votre propre manuel, heu, d'utilisation. Et une fois que vous connaissez votre mode d'emploi, vous êtes tranquille, quoi. C'est ça qui nous dit de faire, quoi. Regardez les mécanismes de votre propre, esprit. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, tu comme disent les Américains, tu es bulletproof. Tu es pare-balles, quoi. Les choses arrivent, bon, fin du monde, ce que tu veux, la mort, bon, c'est fait partie du tout, donc tu t'en fous un peu, quoi. Tu contrôles, comme les stoïciens disent, tu contrôles ta pensée, quoi. Tu contrôles ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire toi-même. Donc moi, je pousserais le survivalisme dans la société actuelle, mais dans n'importe quelle autre société, en fait, hein. Tu vois, tu me catapultes au temps des Grecs, ou au temps de Marc Aurèle, ils avaient tous les mêmes réflexions, c'était tous des stoïciens, donc c'est ce qui nous reste et même, tu prends les lumières ioniennes, donc c'est-à-dire, de moins 300 à l'an 0, quoi, ou ouais, moins 600. En fait, dans cette période charnière-là, tu avais, même s'il y avait pas des correspondances, partout dans le monde, tu avais les grands penseurs qui disaient la même chose, quoi. En Inde, tu avais Siddhartha Gautama, donc Bouddha. En Chine, tu avais Confucius, Lao Tse. En Grèce, tu avais Démocrite, et les autres. Heu, Tout le monde disait la même chose, c'est-à-dire: «Travaille sur toi, connais-toi toi-même et le reste, viendra». Bon, bah, je pense qu'on en est toujours là, en fait. Donc voilà, que la société s'effondre pas, que les choses, qu'il y ait de l'adversité, que ce soit des temps durs, que ce soit des temps faciles. Finalement, j'ai l'impression que nos armes et notre chemin de vie, il doit rester le même, c'est-à-dire, travailler sur notre sagesse, nos connaissances, travailler sur soi-même et une fois qu'on a trouvé l'éveil, c'est-à-dire, bon, les éveillés, il y en a très peu, hein, sans doute,
qui se comptent sur les doigts d'une main sur cette planète, mais en tout cas, une fois qu'on s'est connecté à soi-même et au monde, heu, ça nous entrouvre vraiment la voie vers l'autre, c'est-à-dire l'empathie. C'est-à-dire une fois que tu comprends bien que tu es une partie du grand tout, bah, l'autre, tu le vois un peu comme toi-même. Donc c'est beaucoup plus simple de prendre soin d'autrui. Donc voilà, pour ma réponse, c'est, peu importe la société finalement, peu importe le cas de figure, Ouais. voilà. Tu resteras le même, travailler sur toi-même et connaître, ton mode de fonctionnement et une fois que tu as fait ça, finalement, ça rejoint la beauté de la préparation, c'est ta préparation individuelle et après le monde, tu l'accueilleras de la manière dont il se présente à toi puisqu'il y a une chose qui change mais ne change pas, c'est ce que tu es. Et pour Exactement. revenir sur la tristesse, c'est vrai que tu as dit c'est terrible à dire, mais la tristesse, provoque des moments introspectifs, mais c'est vrai que j'ai pas de grands traumatismes dans ma vie à exprimer, mais on a tous vécu des moments de tristesse, la perte d'un être cher comme tu as pris l'exemple, la fin d'une relation amoureuse, hem, à des échelles plus ou moins grandes et c'est vrai que j'ai toujours personnellement trouvé que la tristesse me mettait dans des états introspectifs très, très différents de l'amour, par exemple, que je pouvais atteindre que vraiment quand j'étais dans un moment triste, peinant de ma vie. Peut-être que je sais pas vraiment l'expliquer. Mon point de vue, c'est que, mon corps est en mode: «Il se passe quelque chose là, il faut qu'on comprenne pour éviter que ça se reproduise» et du coup, ça me force à aller gratter à l'intérieur de moi et c'est très désagréable. Mais j'ai toujours accueilli la tristesse, pas avec plaisir, mais avec un peu de curiosité, savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir tirer de ça. Parce que ça me permet en fait d'aller chercher à des endroits où j'y aurais pas accès sans justement ressentir cette tristesse. Mmh. Donc là-dessus, je te rejoins, vraiment. Après, on va pas mentir, c'est quand même très sympa d'être amoureux et de ressentir ça ou, d'entendre un chrono qui part, sur une compète de CrossFit. Hem, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. On rencontre le bonhomme, en fait et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le froid. Quand Mmh. tu te jettes dans un bain de glace, heu, c'est ça se ressent vraiment à l'intérieur et il y a une rencontre avec soi-même qui est assez incroyable. Mmh. J'ai terminé pour ce qui est, du sujet, du survivalisme. Donc on a un peu abordé tout ce que je voulais aborder, tout ce que tu as pu exprimer. Tu as une résilience individuelle et c'est vraiment ton travail, c'est ça, résilience individuelle à l'échelle de la pensée, à l'échelle du corps. Comment est-ce que je fais pour rendre ma pensée autonome, en capacité de prendre toutes ces informations qui sont un flux incontrôlable? Comment moi je trie, comment moi j'interprète? Je mastique, je digère pour faire ma propre, bouillotte, on va dire. Et puis la résilience, à l'échelle corporelle, hem, je suis bulletproof aussi au niveau de mon corps parce que je m'entraîne. Parce que demain, si je dois soulever une poutre parce que mon chien est en dessous, bah, c'est pas grave parce que je deadlift 150 kilogrammes tous les 2 jours. Ou si j'ai plus de chauffage, c'est pas grave parce qu'avant, j'allais dans mon congèle tous les matins. Donc, tout ça, ce sont des résiliences à l'échelle individuelle et c'est vrai que prendre soin de soi, c'est déjà la première étape, hein, pour être en capacité de s'ouvrir à cette empathie dont tu parles. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place aussi à l'échelle, un petit peu plus, sociale, globale? Il y en a qui diraient la construction d'un village, par exemple. Alors c'est très physique, mais ça peut être imagé. Par exemple, je connais quelqu'un personnellement, qui produit des légumes et je lui achète à lui ou je fais pousser moi-même dans mon jardin, ou j'ai un panneau solaire, peu importe. Mais c'est aussi cette résilience à l'échelle un peu plus externe qui commence à nous connecter aux autres. Est-ce que toi, tu mets des choses en place et si oui, lesquelles? Mmh. Alors, disclaimer, je suis une bille en bricolage, mais alors, nul. Nul, nul, nul. Voilà, zéro, il y a personne. Donc, qu'est-ce que je mets à l'échelle? Donc par contre, je suis bon en relationnel. J'aime en fait, je suis bon. C'est surtout que j'aime ça, tu vois? J'adore ça, tu vois? J'adore parler, j'adore échanger, j'adore connecter avec les gens. Il y a quelque chose qui est fondamental dans mon école que j'espère que tu rejoindras, c'est la compréhension de la structure et la qualité du lien. Ça, c'est vraiment, j'ai un mentor qui s'appelle Pierre Etchart, qui m'a toujours guidé là-dessus. Comprenons la structure, c'est-à-dire étudions les structures. Les structures du vivant, les structures, non vivants, tout. On ne peut pas se faire l'économie de la connaissance. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens comme toi qui qui passent le message. On ne peut plus se faire l'économie de la connaissance. On ne peut pas vivre dans, l'incompréhension. Parce que sinon, on a bien vu que, les forces au pouvoir nous dirigent, en fait, parce qu'elles sont au pouvoir. Donc si c'est comme un ring de boxe. Les combattants, ils savent très bien qu'un ring de boxe, c'est,
occuper l'espace. Si tu n'occupes pas l'espace, c'est l'adversaire qui le prend. C'est automatique, quoi. C'est comme de l'osmose. Les fluides voilà, prennent l'espace. Donc, tu es obligé de prendre de la connaissance. Compréhension de la structure, qualité du lien. Et moi, vraiment, dans cette qualité du lien, j'ai créé une école. Très concrètement, déjà, créer des chaînes YouTube, créer un podcast ou quoi. C'est véritablement l'envie de connecter avec des gens qui motive ça, toi comme moi. Et puis, créer une école, créer un centre de formation, moi, c'était avant tout rencontrer des gens, quoi. C'était créer un clan, créer une tribu. On a vraiment un besoin viscéral de ça. Hein. C'est Ido Portal, qui est un de mes mentors préférés, en parle régulièrement de l'importance de la tribu. Donc, voilà, moi, c'est une façon de faire. Et je peux te dire que l'entraide qu'il y a dans mon école, mais c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier. C'est-à-dire que je vois, tu vois, une petite souris discrète qui tend parfois l'oreille. Je sais que dans telle région géographique, il y a un petit club de l'Ormez qui s'est créé, et je sais que machin avec truc, ils sont en train de faire des choses ensemble, ils se voient toutes les semaines, ils s'entraident, etc. D'autres ont monté des business ensemble, d'autres ont fait encore des stages et des retraites ensemble. Et tout le monde, tu vois, fait, grâce au centre naturopathie Hermès s'est rencontré, et tout le monde est en train de s'entraider, tu vois. Moi, c'est pareil, à mon échelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir, là, depuis que j'ai emménagé dans ma maison, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an, donc j'ai pas encore eu le temps, mais j'aimerais, en effet, au niveau de l'autonomie, avoir, bon, déjà, ce qui est bien, cette maison, j'ai déjà un poêle à bois, j'ai déjà des choses qui sont en dehors qui n'utilisent pas d'électricité, etc. Mais j'aimerais, en effet, avoir panneaux solaires, etc. Bon, bref, j'ai des choses qui sont très pratiques parce que je suis à la nature, je suis à la campagne, je veux dire. J'ai les producteurs de viande, d'œufs, là, en marchant, j'y vais, quoi. J'ai la rivière qui descend tout droit de la montagne, qui est hyper clean, cristalline. Je remplis des seaux d'eau, je le mets dans mon filtre Berkey, j'ai mon eau potable. Bon, voilà, et franchement, même j'ai coupé l'eau depuis 2 semaines, tu vois, parce que j'ai un problème de canalisation. Et, j'ai pas besoin d'allumer l'eau du tout, quoi, tu vois. Enfin, voilà, j'ai quand même des grandes facilités, et j'ai un grand jardin, j'ai planté 20 arbres fruitiers. C'est arrosé, ce qu'on appelle les nestes ici, c'est les noms des rivières. C'est perclus de rivières ici. Je suis dans l'eau, quoi. Donc tu plantes un bâton, tu as un arbre qui pousse. C'est trop facile, quoi. Alors que je viens d'Avignon, tiens, où c'est garrigue, sécheresse. Ouais. On vit sur les Pas la même galets, chose. l'enfer. Tu donnes un coup de pioche, t'as la pioche qui te revient comme ça, argileux au possible, terrible. Et ben là, c'est royal, quoi. Les petits arbres, j'ai planté des arbres fruitiers, ils sont déjà pris 40 cm, enfin, bref. Donc, il y a des facilités que je me suis créées par mon mode de vie, mais mon grand truc, c'est le lien humain. Et ben, j'ai fait venir 5 amis qui me sont très chers. Nicolas Mercadier, Nomad Slim, Steph Gentis, David Nicolas et Jérémy Coron. Ils ont tous des podcasts ou des chaînes YouTube que vous pouvez aller voir. C'est des frères de cœur. Vraiment, on s'appelle nos frères quand on parle les uns des autres. Mais tu vois, je les ai fait venir à la maison comme on faisait quand on était au collège ou au lycée. C'est-à-dire, tu viens à la maison, tu Viens viens le dormir week-end, à la maison un petit peu. tu viens dormir à la maison, tu vois. Vraiment, tu vois. Et quand j'ai proposé ça, ils m'ont dit oui, mais comme ça. Et on en parlait quand ils sont venus après. Et ils m'ont dit vraiment la même chose, tu vois, en privé. Ils m'ont dit, tu sais, quand tu m'as proposé ça, ils sont tous pères de famille, des obligations, ils ont tous deux ou 3 entreprises, des podcasts, des trucs à faire tourner et tout, hein. Donc tu t'imagines le branle-bas de combat qu'il faut faire auprès de la compagne pour qu'elle garde les enfants. Enfin, c'est compliqué, quoi, quand même. Et puis ils ont de 8 heures de route, enfin, ils viennent de loin, quoi. Ou bien ils étaient à l'étranger, carrément. Et ils m'ont dit, mais c'était évident qu'on devait venir. C'est le truc, viscéralement, j'ai senti qu'il fallait que je vienne. Et on a passé une semaine, mais cosmique. On s'entraînait tous les jours, on passait nos journées à rigoler. On a fait des business, on a lancé des trucs. Un moment hors du temps, tu vois. Vraiment, il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu sais, c'est sans doute la meilleure semaine de ma vie, quoi. Carrément, carrément, tu vois, des trucs dans le genre, quoi. Venez Alors chez qu'on était Pierre. Venez chez Pierre, vous passerez une bonne semaine. c'est clair. Mais ça a été possible parce que il y avait cet appel du cœur, quoi, tu vois.
Et, heu et donc, pour moi, ça, je pourrais très bien le catégoriser comme du survivalisme intelligent, tu vois? Mmh mh. C'est-à-dire avoir des frères et des sœurs. Quand je dis des frères, c'est parce que je suis masculin, mais avoir des frères et des sœurs. Avoir des gens vraiment de confiance qui, s'il y a une tuile, je sais très bien que je peux les appeler à minuit et ils vont m'aider. Ils vont voilà et ça, c'est en fait, dans le survivalisme, c'est le premier réflexe, c'est-à-dire qui tu as autour de toi qui peut t'aider? Parce que tout seul, tu vas pouvoir vraiment, c'est clair, hein, prévoir plein de choses, la bouffe et tout ça, mais quand tu es plusieurs, tellement facile, tellement facile. Donc voilà, moi je me dirais que si je devais te répondre, c'est ça que je mets en place inconsciemment. Je me dis pas: «Oh là, il me faut des amis parce que demain c'est la fin du monde». Je me dis pas ça. Mais inconsciemment, heu, c'est une force que je veux dans ma vie, et qui me nourrit énormément, c'est la qualité du lien. Voilà. Ouais, et c'est important. C'est vrai que j'ai utilisé le terme village, tribu, clan, meute, peu importe comment on veut l'appeler, frère ou Ouais. sœur, hein. La nature ne fait pas trop de différence, dans la contrainte si on est une femme ou un homme. On a des différences, mais enfin bref. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai remarqué aussi quand tu crées des liens comme ça et qu'il y a au final une responsabilité commune, c'est-à-dire qu'on va faire peser le poids de certaines choses sur plusieurs épaules, hein. On marche sur un œuf ou sur une plaque d'œuf, ça fait pas la même chose. Mais ça a surtout la capacité, un peu comme la connaissance, de faire émerger des choses nouvelles qu'on n'aurait pas pu trouver seul. Et en plus de ça, ça a la faculté incroyable de gommer les faiblesses de chacun. Dans le Mmh. sens où, par exemple, ta grande force, ça va être le lien. Hem, Ton voisin, il a peut-être, des poules et cetera et il les vend pas parce que, c'est un paysan grognon dans son coin, si on toque à sa porte, il nous répond avec, une gitane au bec, on comprend pas ce qu'il dit, peu importe, mais si vous faites clan ensemble, s'il vient faire partie de ta tribu, tu vas pouvoir lui apporter le lien, lui pourra t'apporter ce qu'il a lui et ça, non seulement, bénéfique pour chacun d'entre vous, mais ça va gommer un petit peu les faiblesses de chacun et j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que la tribu, comme la connaissance, fleurit toujours dans le partage et émerge des choses nouvelles qu'on n'avait pas prévues à l'avance. Mmh. J'ai, en vrai, j'ai 1 milliard de questions à te poser, mais on ne pourra pas toutes les aborder dans ce Pas podcast. grave, commençons, commençons. Il y en aura d'autres très certainement. En tout cas, j'invite, tous les auditeurs à aller voir la chaîne Verisme TV, à aller sur, le site, Centre Naturopathie et Hormèse. C'est une source de savoir et de connaissances incroyable. Merci. J'ai pas tout vu, mais le Mmh. peu que j'ai vu, c'est déjà gigantesque. Il y a une question que j'ai envie de te poser. J'affectionne particulièrement les expressions, on appelle ça les quotes en anglais. Est-ce qu'il y en a une, tu en as déjà cité plusieurs, Connais-toi toi-même de Marc Aurèle, tu en as cité plein. J'aimerais que tu m'en cites une aujourd'hui, qui peut avoir rapport ou pas, qui t'inspire, qui t'a inspiré ou qui continue à t'inspirer. Ah, il faut que je choisisse bien parce qu'il y en a tellement. Ouais, j'en ai plusieurs là, mais pour toi, je vais en dire une spéciale. Hem, c'est: «Une vie d'attente vaut la peine». Une vie d'attente vaut quand même la peine. Hem, c'est tiré d'un manga, donc ça, c'est rigolo, il est là, Docteur Stone. Ça, c'est un personnage de Docteur Stone. Hem et ça va rejoindre évidemment ton survivalisme dont tu parles. C'est, l'histoire, je sais pas si tu connais Docteur Stone, mais c'est, Pas du tout. donc un manga de Boichi. Boichi, c'est l'un des plus grands dessinateurs, je trouve, pour moi, hein. Il dessine, c'est la main de Dieu, hein, c'est incroyable ses dessins et en fait, c'est un peu, dystopique, apocalyptique, on pourrait dire. Toute l'humanité, d'un coup, d'un seul, on sait pas pourquoi, se fait pétrifier. C'est-à-dire tout le monde se transforme en statue de sel, quoi, et il y a une personne, lui là, un espèce de génie, un jeune génie quoi, il a E égale MC2 gravé sur son vêtement là, qui se réveille. On ne sait pas pourquoi, il arrive à sortir de sa statue de sel quoi, il se dépétrifie et il va en fait, l'histoire, c'est qu'il va reconstruire l'humanité, à partir de zéro, quoi. Tu vois? Donc il va réveiller ses potes, il va arriver à les dépétrifier et refaire toutes les inventions. C'est-à-dire, ils vont d'abord apprendre à faire du feu, réapprendre à construire les habitations et cetera, aller chercher du chrome, aller chercher de l'argent pour faire des enfin bref, ils vont tout réinventer, la roue, tout ça, jusqu'à, notre époque. Donc c'est super intéressant et à la japonaise, c'est très, très détaillé. Donc tu apprends tout, tu vois? Tu as envie de tester dans ton jardin si ça marche, tu vois? C'est trop rigolo.
Donc vraiment, si ça te touche, vraiment lis ça parce que toi qui est dans le voilà, qui a des attraits pour le survivalisme et le bricolage, vraiment c'est génial et l'histoire est cool. Bref, hem, quand une manifeste pétrifiée, en fait, tu as des gens qui sont sur la station spatiale. Donc eux, ils sont pas Mmh. pétrifiés, mais ils peuvent plus retourner sur Terre et donc ils vont vivre et mourir là-haut, tu vois? Et ils construisent une intelligence artificielle, un petit robot, donc qui a une intelligence artificielle, donc elle va apprendre, en vivant quoi, comme une intelligence artificielle. Elle va gagner en complexité en apprenant, tu vois? Et donc le petit robot, en fait, lui, il va vivre, 6 000 ans, quoi. Alors je vous ai pas dit, mais quand il se dépétrifie, en fait, c'est 3 000 ans plus tard. Donc en fait, toute la nature a mangé les villes, tout a changé sur la planète, quoi, bref. Donc pendant 3 000 ans, le petit robot, il est là-haut, dans l'espace. Et en fait, il attend que les humains, ses maîtres, viennent le chercher. Et il attend comme ça, il attend, il attend. Il se dit: «C'est peut-être demain, c'est peut-être demain, c'est peut-être demain», comme ça et chaque jour, comme ça. Il boucle comme ça et il attend et il y a cette phrase qui est très, très forte à la fin et qui dit, parce qu'évidemment personne ne va venir le chercher quoi, il va finir en désuétude et il dit: «Une vie d'attente vaut quand même la peine». On est toujours dans l'attente de quelque chose, dans la préparation de quelque chose. On en a parlé dans ce podcast de la beauté même du processus de préparation. Mais en fait, c'est le processus qui est important. Que la chose arrive ou qu'elle n'arrive pas, on s'en fiche un peu. Dans le fait même d'expérimenter l'instant présent, de nous préparer au cas où, si ça arrive, si ça n'arrive pas, etc. C'est ça qui est beau. C'est vraiment le processus qui est important. Et à l'heure actuelle, on veut pas l'attente. On veut pas la frustration. On veut pas l'ennui. On veut la réponse tout de suite. On veut ChatGPT. On veut Google. Et dis-moi comment on fait. On veut la vitesse x2, c'est-à-dire ceux qui écoutent par exemple le podcast en x2, arrêtez tout de suite. Parce que ce qui est important dans le relationnel, ce qui est important dans la transmission, c'est aussi les blancs, c'est aussi les silences. Écoutez une chanson, une musique sans silence, sans les blancs. Mais même parler à un musicien, vous dites, «C'est important les silences?» mais il va dire: «Beh, évidemment, si tu as pas de silence, tu as pas de note. Sinon c'est une seule note». Ce qui fait ressortir ce qu'on appelle en neurosciences la saillance, c'est justement le contraste. Donc tu peux pas avoir le blanc, ni le noir, ni n'importe quelle couleur sans contraste. Si tu enlèves le contraste, en fait, c'est unichrome et ce qui est unichrome pour le cerveau, ça n'a aucun intérêt. Vous prenez un mur d'une seule couleur, bleu, vert, ce que vous voulez, c'est le point rouge au centre qui va attirer votre regard et votre cerveau, qui va capturer votre attention. Et c'est ça qui va vous dire, ça c'est important. Retiens-le, apprends-le, etc. Donc vous enlevez les silences, vous enlevez la saillance en fait de l'information. Et dans le vivant, c'est pareil, dans la nature, c'est pareil. Donc ne coupez pas les silences, ne coupez pas les blancs. Et pour vous donner une anecdote qui va te parler si un jour toi aussi tu rejoins l'école, c'est que dans les stages, on est accompagné par une équipe de caméramans qui filment les stages en fait. Comme ça, après, les replays sont donnés dans l'école. Et, et les tout premiers temps, ils m'ont fait un montage où ils ont coupé les silences. C'est-à-dire, tu sais, quand je suis là, et puis je bois un verre d'eau, ou un autre intervenant que moi, parce qu'on a d'autres intervenants dans l'école, mais tu vois, il y a un petit temps de silence. Il prend un verre d'eau, il change un truc, ou il prend un temps pour réfléchir, pour répondre, etc. Et ils ont coupé ça. Alors c'est beau, ça va plus vite. Hein, donc ça va plus vite, on gagne du temps, tu vois. Toutes les phrases qu'on dit qui ne veulent absolument rien dire, quoi, qui nous desservent en fait. Gagner du temps. Mais gagner du temps pourquoi? Vous voulez faire quoi en gagnant du temps? Le temps, c'est une relative par rapport à l'espace, par rapport à qui nous sommes, par rapport à la vitesse. On gagne jamais du temps. Le temps, c'est le temps. Et pas de... Vous pouvez pas le gagner, vous voyez. Donc, tout ça, c'est un peu illusoire, quoi. Et pour citer un autre conte, on a parlé de Dr Stone, en off, on parlait de One Piece, donc au moins on a parlé de One Piece, il le fallait. Ça c'est fait. Mais pour parler du conte des contes, le conte du Petit Prince. Le Petit Prince, quand il rencontre le savant qui qui lui propose une pilule pour ne plus avoir soif, ne plus boire, quoi, il lui vend comme ça. Il lui dit: «Mais vous vous rendez compte, grâce à ma pilule magique, vous n'aurez plus besoin de boire et j'ai calculé, par jour, ça va vous faire gagner 42 minutes».
Tu vois? Genre, ça te fait économiser du temps, 42 minutes par jour, si tu as plus besoin de boire. Et le petit prince, il comprend pas. Il dit: «Mais votre truc, ça sert à rien, à quoi ça sert?» Tu vois? Il comprend pas. Et heu et il lui dit: «Mais, heu, écoutez, moi, le petit prince, il dit, «Si j'avais 42 minutes, heu, de libre, je les prendrais pour marcher tout doucement jusqu'au puits et aller chercher mon eau». Et en fait, il y a tout là. En fait, c'est sur le fait de cheminer qu'il y a toute la vie, en fait, qu'il y a tout ce qui est important dans la vie. Heu, voilà, ça c'est j'ai cité Pierre Etchart, donc mon mentor qui m pour lui, Le Petit Prince, il y a tout dans Le Petit Prince, hein, c'est la Bible. Et heu et cette réflexion, on se la faisait par rapport à ChatGPT, tu vois? Par rapport au fait de gagner du temps quand voilà, elle va te faire des synthèses, elle va te dire et cetera. Elle te donne la récompense sans l'effort. Et sachez, voilà, gardez ça comme mémo, tout processus, enfin toute promesse de n'importe quel outil, qui vous promet donc, la récompense sans l'effort, fuyez. Fuyez parce que ça tue les individus, ça. On est vraiment câblés pour, toute autre chose. Justement pour le goût de l'effort. Et donc, heu, on se faisait la réflexion, quand on étudiait à l'époque, même à la fac, moi, hein, à la fac, il y avait internet certes, mais c'était pas démocratisé autant que maintenant. Déjà, il y avait pas de smartphone et puis j'avais pas internet dans mon appartement, quoi. On n'avait pas les inter Moi, j'avais internet à la maison de mes parents, mais j'avais pas internet dans mon appartement. Et donc, il fallait que j'aille à la BU, la bibliothèque universitaire, pour faire mes Mmh. recherches. Donc j'allais à la BU, et j'allais bosser. Et Pierre, il me disait pareil, il me disait: «Moi, quand j'étais à Paris, j'allais à la Bibliothèque de France pour faire mes recherches, aller ouvrir des livres et cetera». Combien de fois j'ai eu la réponse à mon problème sur le trajet? Combien de fois? En fait, c'est sur le trajet, c'est ce qu'on écrit entre parenthèses dans un texte qui est important, ce qu'il y a en bas de page, ce qu'il y a entre guillemets, c'est le trait d'union, c'est le lien qui est important. Bien plus que le fait même, bien plus que la récompense, bien plus, voilà, que l'information en tant que telle. C'est quel est notre rapport à l'information qui est important. Et ça, c'est un temps qui est incompressible. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous enlevez, certes, vous gagnez en information, mais vous êtes très loin de gagner en sagesse et en intelligence. Sinon, tous les outils, Google, et cetera, qui nous font gagner du temps, encore une fois, entre guillemets, auraient augmenté l'intelligence du monde et des êtres humains. Est-ce qu'on voit plus de gens intelligents et sages? Pas trop l'impression, très sincèrement. Que TikTok ou YouTube ou quoi que ce soit, ou les shorts, ou ce que tu veux, qui vont plus vite, qui vont plus droit au but, est-ce qu'ils nous font gagner en sagesse? Permettez-moi de douter de tout ça, donc voilà. Très intéressant, merci. Du coup, tu as répondu même à la question d'après qui était de savoir est-ce que tu me recommandes une œuvre? On me demande souvent un livre, moi j'ai envie de demander une œuvre, ça peut être un film, un manga, un jeu vidéo, une Mmh. vidéo, peu importe, mais du coup tu as répondu. Et par rapport à ta phrase, «Une vie d'attente vaut quand même la peine», tu as quand même beaucoup parlé du silence, tu as commencé comme ça, disant: «Je me suis retiré, j'habite maintenant dans la nature et dans le silence». On a parlé, de cette société et finalement du bruit que peut faire la société et la difficulté qu'on a en tant qu'être humain à retrouver ce silence intérieur. Hem, c'est quelque chose moi qui me touche personnellement, j'ai beaucoup de mal à trouver le silence. C'est difficile, Mmh. on nous l'apprend pas et j'ai toujours eu, quand on parlait de la tristesse, c'est aussi des grands moments de silence où le reste s'efface un petit peu et c'est vrai que je reconnais que le silence pour moi est vraiment salvateur et j'essaye de me retirer un maximum du bruit, même si c'est difficile parce que le bruit, on le voit, le silence, on le ressent et c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça me fait penser du coup à une phrase que moi aussi j'ai envie de te partager, d'une œuvre complètement différente qui m'a touché. C'est A Star Is Born, le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Et à Mmh. la fin, sans vouloir spoiler, il parle donc de Lady Gaga qui était sa femme et il dit, «Dans la musique, ce qui est beau, c'est 12 ou c'est 14 notes. Ce qu'un musicien fait, c'est qu'il joue avec le silence entre ses notes et ce qu'elle fait du silence est magnifique». Et j'ai Mmh. trouvé cette phrase absolument incroyable et ce film d'ailleurs est très bon. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Ah, je vais le Mais regarder, je l'ai voilà, pas vu. je va le voir, très honnêtement. Regarde-le avec un bon casque parce qu'il y a de la bonne musique. OK. Vraiment, c'est un film avec de la musique, mais regarde-le, très, très bon film. Hem et très ravi d'avoir pu échanger, avec toi sur tous ces sujets.
Donc on terminera sur le silence. J'ai une dernière petite question à te poser. Comme je l'ai dit au début du podcast, j'interviewe et j'échange et j'essaie de tirer les connaissances des gens qui m'inspirent. J'aimerais savoir si toi, tu as quelqu'un qui t'inspire. Et sois audacieux. Si c'est, peu importe, si c'est Barack Obama, c'est Barack Obama, mais donne-moi quelqu'un qui t'inspire et que tu as envie de partager. Et j'essaierai d'aller titiller ses connaissances et d'essayer de faire fleurir quelque chose pour moi et pour la communauté avec ça. Évidemment, j'ai beaucoup d'amis que j'ai envie de parler, hein. Les gens qui m'inspirent, il y en a beaucoup, hein. D'abord, je pense à mes proches. Évidemment, je pense à mes parents, évidemment, qui m'inspirent énormément. Mais bref, pour te donner une réponse, ce qui m'inspire énormément, c'est ceux qui vivent selon une certaine éthique et ceux qui s'engagent. Et ça, je peux que parler de mon ami Idriss Aberkan. C'est vrai que tout de suite, c'est celui qui me vient en tête très rapidement, parce qu'il fait un travail citoyen qui est énorme. Évidemment, comme il fait ce travail citoyen-là, il s'engage, il joue sa peau, à tous les sens du terme. Et ouais, il a du skin in the game, il joue vraiment sa peau. Donc déjà pour ça, je trouve que c'est incroyablement fort d'inspiration, tu vois, c'est très, 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 très fort d'être au front, tu vois, de prendre les balles. Il prend les balles, quoi. Pour nous, il prend les balles. Donc ça, déjà, je le remercie publiquement, je continuerai à le faire. Je le remercie déjà en privé, mais je continuerai à le faire toujours. Et c'est justement quelqu'un qui a des connaissances. Passe 24 heures avec Idriss en privé, tu comprends que ce que tu vois en public, en fait, c'est la toute petite face émergée de l'iceberg, quoi. C'est waouh. Donc, et puis il est drôle, il est marrant, il a les mêmes rêves que nous en pop culture. Donc, et c'est la même génération que nous, il est jeune. Donc voilà, quelqu'un qui m'inspire énormément. Mais j'aurais pu t'en citer plein d'autres. Ouais, c'est aussi une de mes sources d'inspiration. Un autre résistant de la pensée que j'apprécie vraiment beaucoup et il s'engage sur plein de choses. J'ai découvert récemment qu'il s'était engagé en Suisse pour la protection des enfants et que ça lui avait valu de devoir quitter la Suisse et ça m'a beaucoup touché. C'est un sujet qui me touche beaucoup aussi, hein. Et évidemment, j'espère un jour pouvoir parler avec Idriss. De mémoire, si ma mémoire est bonne, je crois que tu ne communiques pas, tu lui as promis de ne pas communiquer ses coordonnées. Donc je ne peux pas. Ouais, c'est sûr qu'Idriss. Je ferai le nécessaire. Mais franchement, jette une bouteille à l'eau. Exactement. Moi, j'ai toujours fait comme ça, hein, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Et puis c'est le processus aussi, sinon ça serait trop facile. Pas de récompense sans effort, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Exactement. Et tu vas tellement kiffer quand tu vas la voir. Tu dis, c'est moi, avec mon effort à moi, qui a fait qu'il est venu et que je peux discuter avec lui, que c'est génial. Mais c'est sûr, rien que ce qu'il montre en public, c'est déjà vraiment... C'est incroyable le travail qu'il fait. Et comme tu dis, skin in the game, beaucoup de respect pour ce qu'il fait, pour ce qu'il essaye de faire, parce qu'il essaye beaucoup de choses. C'est monsieur essaie-erreur. C'est ça, exactement. Et tout ne prend pas, mais quand ça prend, c'est incroyable. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pierre. Je remercie à tous les auditeurs qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement sur Connaissance Podcast. Merci beaucoup, Melvin. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.